Bonjour mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Moto TV, merci de nous suivre encore à pareil moment. C'est votre nouvelle émission, les nouveaux numéros de votre émission Les Baobas, le nouveau numéro dans lequel nous accueillons l'honorable Janine Kata-Soire, et c'est une femme politique, mais à part d'être une femme politique, c'est aussi une femme commerçante, une femme d'affaires, un opérateur économique de la ville de Butembo. C'est une députée élue, un député élu du territoire de Beni que vous allez découvrir dans cette émission Les Baobas, une émission qui nous parle largement de la vie de la personne que nous recevons. Et mesdames et messieurs, nous recevons, je vous l'ai bien dit, l'honorable Janine. Honorable, bonjour. Bonjour madame. Oui, vous êtes Janine Kata-Soire et c'est le nom que tout le monde connaît. Vous pouvez nous donner votre identité à complet. Oui, je me nomme Kavira Kata-Soire Janine. Je suis cinquième fille, cinquième enfant de ma famille, deuxième fille. Kavira. Oui, Kavira. Oui. Oui, honorable, c'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir dans cette émission Les Baobas. Comme je l'ai bien annoncé, c'est une émission qui parle de la personne, en fait, d'une personne que nous recevons. Et aujourd'hui, c'est vous, vous allez nous parler de vous, de votre vie. Et sans plus tarder, honorable, aujourd'hui, nous vous accueillons dans cette émission. Vous allez nous dire qui êtes-vous. Vous avez dit que vous êtes Kavira Kata-Soire Janine. Kavira Kata-Soire Janine. Et vous êtes né dans quel village ou dans quelle ville? C'est pas une émission facile parce qu'il est difficile de parler de soi. Mais bon, comme c'est une question qui m'a été posée, je vais répondre à nos fidèles téléspectateurs. Je suis Kavira Kata-Soire Janine. Je suis née à Moussienene, non loin d'ici, le 5 mai 1977. Et donc, si vous faites un beau calcul, j'ai aujourd'hui 46 ans. Ah, trop jeune. Oui. Oui. Ah oui. 46 ans et Oui. vous êtes déjà une grande femme pour parler de l'âge, mais aussi une femme hospédiogène dans l'expérience de la vie, la politique, le travail. Mais on va arriver un peu là et peu après. On parle d'abord, vous avez dit que vous êtes née à Moussénéné. On peut connaître qui sont vos parents, déjà que vous avez engendrés. Oui, bien sûr. Ici, je profite de vos micros pour rendre hommage à ma mère, qui est Masika Koleta, Masika Biambouera Koleta, qui nous a laissé bientôt 2 ans. Elle nous a laissé le 31 juillet, il y a bientôt 2 ans. Donc la semaine prochaine déjà, nous allons commémorer les 2 ans de la naissance de maman au ciel, à laquelle je rends hommage ici. Et donc je suis née d'une femme cultivatrice, Masika Biambouera Koleta, et de mon père, le père de sa fille, Kachuva Kata-Soire Mulawaviro, le nom de mon père, que j'aime beaucoup, oui, Prosper, que j'aime beaucoup, et auquel je fais coucou ici sur vos caméras, parce que c'est vraiment, c'est ma référence. C'est lui qui m'a appris tout ce que je fais. Il n'est pas politicien, mais je sais, vous allez me dire, il vous a appris quoi? Oui. Parce que vous dites qu'il vous a tout appris, vous faites la politique, Oui. vous ne l'avez jamais entendu dans la politique, mais comment il vous a appris ce que vous faites? Oui. En fait, c'est une question que je vais de me poser. Mon père m'a tout appris. Il m'a appris à être humble, c'est ce qu'il m'a dit. Déjà toute petite, il me faisait croire, et c'est vrai, il me disait qu'il fallait être humble, qu'il ne fallait pas faire autant de tapage autour de soi, qu'il n'était pas nécessaire que tout le monde sache que tu es là. C'est ce qu'il me disait. Qu'il n'était pas nécessaire que les voisins sachent que tu as mangé de l'huile. C'est ce qu'il nous disait. Qu'il n'était pas nécessaire. Toi-même, tu sais que tu es conscient que tu as mangé de l'huile, mais qu'il n'était pas nécessaire. Il faut t'arrêter là. Qu'il n'était pas nécessaire de faire savoir aux voisins, faire connaître aux voisins que tu as mangé, que toi, si c'est là, que toi. Alors, il nous a conduits sur le chemin de l'humilité et c'est tout. Vous savez, quand vous êtes humble, c'est vrai, Dieu vous élève. Quand vous êtes humble, vous avez beaucoup de surprises qui vous arrivent.
donc, j'ai répondu à la question de dire je suis la fille de qui? Je suis la fille de Papa Prosper Katasoire Mulawaviro, que beaucoup d'entre vous, que les téléspectateurs connaissent bien. Ils ont peut-être entendu parler de lui. C'est un homme, comme on ne parle pas de lui, mais quand même, c'est un homme à qui je rends hommage. On est obligé de parler un peu de lui, madame, parce que vous avez dit qu'il vous a tout appris. Et vous allez me permettre de dire que c'est grand opérateur économique de la ville de Butembo. Et d'ailleurs, plusieurs personnes les nomment Saïbou, Katasoire Saïbou. Et je pense que c'est une fierté d'avoir un parent que vous pouvez saluer aujourd'hui, le fait qu'il vous a éduqué, et quelqu'un qui soit de bonne réputation et de bonne renommée dans la ville. Oui, et en passant justement, quelle est votre origine? Vous êtes originaire de quel village? En parlant des origines, ici je parle directement des origines de mon père. Mon père, il est originaire de Ngitse. Ngitse, c'est un village du secteur Kasongwere. Issa le Kasongwere, il est de là. C'est là qu'il a grandi. Mais comme son père était policier à Moussienene, mon grand-père était policier. Oui, il a servi la nation. Il a servi la nation. Mon grand-père, il était policier. Il est vrai à Moussienene État. Alors c'est là que mon père, tout jeune, il a été obligé avec son père, avec sa famille, d'aller habiter à Moussienene. C'est là qu'il a étudié, c'est là qu'il a commencé la vie. C'est là qu'il a rencontré son épouse, ma mère, et c'est là qu'il s'est marié. Et donc, c'est là que vous avez grandi aussi? Ah oui, c'est là que je suis né, grandi un peu, et puis à peine 5 ans, nous avons quitté pour Butembo. Et donc, mon père est originaire d'Ngitse, mais il a fait toute sa vie à Moussienene. Oui. On comprend l'effet de son humilité, là où est-ce qu'il l'a brisé. Il a compris, il a grandi dans un environnement dans lequel il fallait apprendre l'humilité. Et c'est comme ça qu'il vous a inculqué aussi cette humilité. Oui, honorable Janine, vous avez étudié, vous avez fait les études primaires où? À Moussienene. Vous avez dit que vous avez quitté Moussienene à l'âge de 5 ans. J'ai commencé mes études ici à Butembo. C'était à l'école primaire Voutetse. C'est là que j'ai commencé avec mon enseignant de première année, à qui aussi je rends hommage, qui nous a déjà quittés, Kakulendara. Mon enseignant de première année, je me rappelle toujours comme si c'était hier. En tout cas, quand vous il avez m'a accueilli, oui, j'ai son nom. Mon enseignant, oui, la première année, j'étais à l'école primaire Voutetse. C'est là que je fais aussi la deuxième année. Avec mon enseignant qui nous a aussi quittés, paix à son âme, c'était l'enseignant Kiamakia qui m'a enseigné la deuxième année. Et après, nous avons déménagé pour Vungi et c'est là que nous avons été inscrits à l'EPA Nyoki. Et j'ai continué mon cursus là-bas jusqu'à terminer. Et c'est là que je fais aussi les écoles. L'école secondaire jusqu'à terminer à Malkia Wandour, oui. Oui, et après l'école secondaire, vous avez poursuivi avec les études? Ah oui, hein? Après l'école secondaire, hein, comme il s'agit de mon CV, ah oui, j'ai été à l'UNIKIN, à l'Université catholique de Kinshasa, à l'Université de Kinshasa. C'est là que j'ai commencé des études universitaires, préparatoires. Je fais la G1, chimie, je faisais la chimie. Je faisais la chimie avec l'intention d'aider mon père avec sa savonnerie. Je me disais, bon, je fais la chimie, comme ça je vais aider mon père. Je vais travailler avec lui. Oui, je vais travailler avec papa, je vais faire la chimie pour l'aider dans ses entreprises. Comme ça, je lui serai utile. Mais là, 2 ans juste après, je me suis mariée. Je suis tombée amoureuse. En tout cas, je me suis mariée. On comprend. Oui. Mais ça veut dire que vous avez déjà des potentialités, des capacités en chimie pour aller poursuivre les études et faire la chimie au niveau du supérieur. Oui, oui. J'avais fait la chimie-biologie. Déjà aux humanités, j'ai fait la chimie-biologie. Mais dans mes idées, moi je me disais, et ce que je disais à papa, ce qui étonnait tout le monde, je disais à tout le monde, mais
moi je servirai la nation, je serai militaire. Et donc, je n'avais que ça comme ambition. L'esprit des grands-pères qui Oui, vous animait. je disais à tout le monde quand on me disait, mais quelles sont tes ambitions? Même à l'école, quand on demandait aux enfants, qu'est-ce que toi tu veux devenir demain? Moi je disais toujours, je deviendrai militaire. Je servirai ma nation. Et tout le monde s'étonnait, mais la fille ici, à son âge, elle veut devenir militaire. Et donc, on se disait, mais bon, on ne savait pas que j'épousais cela de mon grand-père. Parce qu'en fait, hein, s'il faut parler aussi de mon grand-père, le papa de ma mère. Vous l'avez connu? Oui, il était aussi militaire. Il était aussi militaire, bon, oui. Donc, les grands-parents des deux côtés. Oui, pas militaire, mais il était, qu'est-ce que je vais dire? Il était militaire de l'autodéfense. Il était, je peux dire aujourd'hui, Mousalendou. Hein? Il n'était pas facile, hein? Oui, mais il servait la nation de sa façon. Le père de ma mère, déjà à l'époque. Et alors, il était braconnier. Ah oui, oui. Ah oui. Les braconnages qu'on connaît aujourd'hui, mais à l'époque, ce n'était pas aussi grave. À l'époque, ce n'était pas aussi grave. Et c'est chez lui que j'ai vu pour la première fois l'arme à feu. Vraiment, c'est chez lui que j'ai vu pour la première fois. Calibre 12. Parce qu'il en avait. Hein. Mon grand-père, là, j'étais toute petite comme ça. Oui. Ok. Et on peut peut-être, à part, après l'université que vous avez fini, état déjà marié peut-être? Parce que vous dites après 2 ans. Oui, après. Oui, mais là, je n'ai plus continué à chimie. Oui, là, je me suis dit, comme la chimie, je me disais que c'était long et puis je ne vivais plus à Kinshasa après le mariage. Et ici, je ne pouvais plus continuer avec la chimie. Alors, j'ai passé à l'ISDEM, je fais le labo. C'est là que j'ai recommencé les études supérieures jusqu'à terminer. J'ai terminé en technique de laboratoire ici à Butembo. Oui. Et donc finalement, je suis devenue infirmière, je suis devenue technicienne de labo. C'est là que j'ai travaillé comme infirmière? Ah oui, hein. À un moment j'ai travaillé. J'ai travaillé à Wanamahika, j'ai travaillé aussi à l'UCG. C'était dans le cadre des stages de perfectionnement. Et c'est là que j'ai quand même fait quelque chose dans les labos. Mais très vite, j'ai compris que ça ne payait pas et que vraiment, on était, il fallait avoir de l'argent vite. Je me suis dit non. Je fais comme mon père. Je fais le commerce. Parce que ça ne payait pas et puis ce n'était pas vraiment ma vocation. Je me suis vite rendu compte que ce n'était pas ma vocation. Oui. Et après l'ICG, après cette étape, qu'est-ce que vous avez fait? Le commerce, justement, qu'est-ce que vous avez pratiqué comme commerce? J'ai fait tout. Tout ce que j'ai pu faire, je le fais. J'ai d'abord été taximène de moto. J'ai été... Taximène de moto, ça veut dire que vous avez conduit? Oui, bon, pas conduire. J'ai quand même j'ai fait une entreprise de moto, taxi. J'ai engagé des chauffeurs qui pouvaient ramener, disons, des recettes, comme on l'a dit. Et aussi, bon, à l'époque, il n'y avait pas quand même il n'y avait pas beaucoup de motos. C'était encore une affaire. Quand on prenait une moto, c'était pour aller à Bunia, c'était pour une semaine. Et donc, quand quelqu'un prenait une moto, ce n'était pas comme aujourd'hui. Il part, il ramène le soir. Il prenait vraiment pour une semaine, c'était une location. Tu fais louer pour une semaine et la personne, quand elle revient, elle te fait la recette. C'était pas comme aujourd'hui. Et donc, très vite, quand les choses ont changé, j'ai compris que ça ne payait aussi plus. Et donc, j'ai embrassé autre chose. J'ai commencé la vente des unités. Là, c'était vers les années 2004. Vers les années 2004, j'ai commencé à vendre les unités RTL, tout ce que je pouvais faire. C'était la distribution des produits RTL. C'était un capital propre à toi? Oui. C'était d'abord une entreprise familiale qui, après certains temps, je me suis dit, bon, moi je rachète les parts de tout le monde et donc je continue avec la fin. Parce que ce n'était pas aussi rose. Et donc, chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui s'est découragé, j'ai racheté ses parts et j'ai continué seul. Oui. Et vous avez distribué dans Butembo seulement j'ai distribué, je continue même à distribuer. J'ai distribué à Butembo, j'ai distribué à Beni, à Mambasa, à Nituri, disons à Nituri, à
Kisangani, à Mbandaka. J'ai distribué presque partout à République démocratique du Congo parce que j'avais un contrat national. Oui. Ok. Et c'est une chose qui évolue, ça rapporte quelque chose? Ah oui, ça évolue, mais ça ne rapporte plus comme avant. Ça ne rapporte plus comme avant. Quand vous le savez bien, l'économie du pays, avec ce qui se passe, on ne sait plus aller. Avec la guerre, on ne sait plus aller à Yakato. Il y a des endroits, des zones qui sont devenues rouges où on ne peut plus aller. Il y a des endroits où, même quand tu as vendu, tu ne sais pas acheminer les fonds. Et donc les routes sont coupées, et ça devient difficile, c'est compliqué. On les fait, mais bon, juste pour garder le personnel, parce que ce sont des personnes qu'on a engagées depuis longtemps, ce sont des personnes qui doivent nourrir des familles, et donc on est obligé de les garder. Donc, justement, par là du personnel, donc vous donnez du travail à beaucoup de gens. Ah oui, dans ce sens, oui, on donne du travail, parce que quand il y a une agence à Biakato par exemple, il faut chercher quelqu'un qui va gérer l'agence, il faut chercher des ambassadeurs qui vont faire connaître les produits. Et donc, on donnait quand même, dans la mesure du possible, ce qu'on faisait quand même, c'était du travail qu'on donnait aux gens et qu'on continue à donner. Oui. Et ça rencontre votre ambition de servir le pays. Ah oui. Okay. Ça rencontre mon ambition. Et ça m'a beaucoup aidé aussi, parce que nous avons contribué à l'implantation de beaucoup d'antennes RTL dans des milieux ruraux. Et c'est ce qui a été quelque chose qui nous a boosté dans notre boulot politique. Parce qu'on savait qu'on intervenait beaucoup quand il fallait avoir un réseau quelque part. On essayait de bousculer pour qu'on vienne implanter. Et donc cela nous a beaucoup aidé. Ça nous a vraiment aidé dans la mission politique. Ce que nous faisons. Oui, avec ce travail, vous avez facilité beaucoup de gens à avoir la communication, l'accès facile à la communication, mais également vous avez lutté un tout petit peu ou alors à grande partie au chômage. Ah oui, un tout petit peu, un tout petit peu, parce que le chômage, c'est vraiment, ça gangrène notre pays. Et donc, on fait ce qu'on peut dans la mesure du possible, dans son coin. Si vous arrivez à engager 5, 6, 7 jeunes, si vous arrivez à autonomiser 4, 5, 6 femmes, vous faites déjà votre part. Parce qu'on ne peut pas se taper la poitrine et dire qu'on a vraiment, donné du boulot. Mais quand même, on a fait sa part dans cette, dans cette problématique qui gangrène, disons, tous les pays. Si on arrive à faire quelque chose dans ce sens, donner à 2, 3, 4, 5, on s'est dit oui, je fais ce que je pouvais. Oui. Depuis que vous avez commencé, vous pouvez avoir donné du boulot à combien de personnes jusqu'à aujourd'hui? Depuis que j'ai commencé, il y en a qui ne sont pas avec moi, mais qui sont venus apprendre. Ils sont venus juste apprendre comment on peut swapper une 4 SIM, comment on peut vendre les unités, et après ils ont fait leurs entreprises privées. Et donc je ne sais pas si je peux compter, mais ils sont nombreux. Je peux avoir encadré une centaine, je peux avoir encadré une centaine. Ils sont nombreux, ceux qui venaient chez moi, ils voulaient apprendre comment on pouvait aussi, pour avoir une cabine, pour faire... oui, on peut aller même jusqu'à 200, pourquoi pas 300? Parce qu'on a quand même donné des signes RTLman, il y a beaucoup qui sont entrés d'œuvrer. Ils sont aussi entrés d'une manière donnée. Ils sont entrés aussi de prendre soin, prendre en charge leur famille. Et donc on a donné quand même du boulot. Oui. À part ces commerces, vous avez fait aussi autre chose? Non, je ne fais que ça. Je ne fais que ça. Mais aussi, une petite entreprise. Une entreprise de propriété, de salubrité. Et donc, là, je travaille jusqu'à ce que je gagne un marché. Si je gagne un marché, je travaille. Oui, j'ai quand même... C'est une entreprise qui fonctionne ici à Butembo? Oui, ça ne fonctionne pas à Butembo comme tel, mais si j'ai un marché à Butembo, je vais le faire. Ça fonctionne à Kinshasa. Ça fonctionne à Kinshasa. Nous faisons la propriété du palais du peuple. Oui, c'est ce que je fais. C'est une entreprise. Actuellement, ce que nous faisons,
J'ai engagé des jeunes à Kinshasa, des jeunes d'ici, des jeunes du Nord Kivu, qui font la propriété du palais du peuple. Donc, ça nous aide quand même. Oui, oui. Ouais. Et là-bas, vous avez engagé au moins combien de jeunes encore? Là, nous avons engagé, ils sont au total 68. Oui, ils sont 68. Oui. Ceux qui font la propriété interne, ceux qui font la propriété externe. Nous sommes à 68. Oui, oui. Et par là aussi des études, vous n'avez pas fait une autre formation à part les études que vous avez données? Oui, j'ai fait des formations. Je me suis d'abord formé moi-même, des auto-formations. Comme ma matière là de salubrité, oui. J'ai fait une formation. Je fais une formation aussi à pisciculture. Je sais aussi faire le poisson, oui. En tout cas. Oui, je sais faire la culture du poisson, l'élevage. J'ai vraiment fait beaucoup de formations parce que tout ce qui peut générer les fonds, tout ce qui peut régénérer les ancêtres, ça me concerne. En tout cas. S'il y a une formation où on apprend aux gens comment se prendre en charge, ça m'intéresse, hein, je suis là. Et donc j'ai fait des formations un peu dans ce sens. Oui, oui. Vous avez dit que vous êtes marié, vous avez combien d'enfants? Je suis marié, j'ai fait un coucou à mon époux, le docteur Eric Kanza Mouindo. Le père de mes enfants. Oui. Ah oui. En fait, aujourd'hui, j'ai 2 enfants que j'ai eu vraiment par la grâce. Je ne manquerai pas de le dire. C'est vraiment par la grâce. Pourquoi? Parce que je fais 12 ans de mariage sans enfants. Aujourd'hui, je suis à 25 ans de mariage. C'est un soulagement. Vous imaginez 12 ans. Il faut endurer. Oui. Et aussi, j'en profite pour encourager nos téléspectateurs qui vivent des moments difficiles comme ça. Je les encourage, je leur dis, demain c'est possible, tant que vous vivez, il est encore possible. Et donc, j'ai 2 enfants, j'ai un garçon, j'ai aussi une fille que j'aime bien, que j'aime vraiment bien. En tout cas. Oui. Et on parle de votre vie, il y a des choses que vous aimez, par exemple le sport, quel sport vous aimez? Est-ce que je fais le sport, moi? Vous ne pratiquez aucun sport? Je ne pratique pas, mais bon, quand il faut marcher, je suis à l'aise parce que je me dis, ça donne du bien-être. Je peux marcher, mais bon, sport, je ne suis pas sportive. Hein? Et quel divertissement vous aimez? J'aime le football. Le football? Oui. Il vous arrive d'aller assister à un match de football? Non. J'assiste à la télé. Oui. Ok. Juste à la télé, j'assiste nos léopards, j'assiste le Real, j'assiste le... Quelle équipe vous fanatisez alors? Mes enfants fanatisent, hein. Mais moi, je fanatise les gagnants. En tout cas. Moi, je regarde, je dis non, celui-ci va gagner, je fanatise celui-là. Vraiment? Oui, parce que je n'aime pas me palpiter pour rien. Je me dis, bon, je suis celui. Je vais fanatiser les gagnants. Oui, mais dans ma maison, on fanatise Barça. Mes enfants fanatisent Barça. Oui. Okay. Moi, avec papa, papa, lui, c'est le Real. Vous êtes des adversaires. Je suis entre Real, Vous calmez la tension entre les deux camps. Moi, je calme la tension entre les deux. Et honorable Janine, vous aimez manger quel repas? Moi, ce que je mange. Ce que vous aimez manger? Je mange le blé. Ah bon? La farine de blé. Oui, c'est ce que je mange. Ah bon? Je mange le blé à foufou, je mange le blé à farine, je mange le blé. C'est mon repas, le blé. Avec n'importe quoi. Oui. En tout cas. Oui. Et il vous arrive de vous promener, aimer le voyage. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Ce que j'aime dans la vie, la prière. J'aime la prière. J'en ai été vraiment grandement bénéficiaire. J'aime la prière, j'aime le Seigneur de tout mon cœur. Vraiment. J'ai compris que c'est un ami fidèle. J'ai compris quand tout le monde dit que tu ne vaux plus rien, quand tout le monde pense que tu ne peux plus rien, il te soutient, il te fortifie, il te révalorise. Et donc, j'aime la prière plus que tout au monde. Oui. Et est-ce qu'on peut dire que c'est parce que vous êtes né dans une famille chrétienne? Ah oui, ça c'est d'abord un atout. Ah oui, parce que je me dis c'est une grâce. Ça serait différent si j'étais né dans une famille de monistes ou une famille de bouddhistes. Ça serait différent. Et donc, il y a d'abord une base. Et notre père, il nous a vraiment, surtout maman aussi, il nous a éduqués vraiment dans la prière, l'amour du Seigneur, l'amour de l'Église. Nous avons vraiment œuvré dans l'Église.
mon père fervent catholique, ma mère fervente catholique. Nous avons œuvré et nous avons vraiment travaillé dans l'église. Nous avons vraiment montré notre amour envers le Seigneur. Bien que, après un moment donné, il y a eu des petits problèmes, mais nous croyons que le Seigneur est au-dessus de tout. Et donc, entre les hommes, il peut y avoir des soucis. Le Seigneur, il est toujours là, il ne nous abandonne pas. Oui. C'est ça l'essentiel. Vraiment. Et honorable Janine, vous avez travaillé dans l'économie de la ville de Butembo avec l'entreprise RTL. Vous pouvez nous parler aussi des œuvres sociales que vous avez faites? En fait, nous avons initié le paiement des enseignants via RTL Money. Nous avons initié ça les années 2010 et ça avait très bien marché. Pendant les années de 2010 à 2012, on payait les enseignants via RTL Money. C'était une grande réussite pour nous. Moi, je fais cela en Ituri. C'est moi qui payais les enseignants en Ituri. Je payais les enseignants à Chopo, à Kisangani, c'est moi qui payais. C'était pour moi un soulagement parce qu'au moins chaque enseignant avait sa solde à la fin du mois et dans son téléphone. Mais à un moment donné, comme c'est un système qui a défavorisé la fraude, un système qui a défavorisé vous savez, les prédateurs, oui. ceux qui sont toujours là, ceux qui faisaient des fuites d'argent, qui faisaient des fuites, ils n'ont pas voulu passer tellement, c'était transparent, c'était difficile de faire des manœuvres. Et donc, ils ont vite compris que non, ça ne pouvait pas continuer. Mais moi, c'était pour moi vraiment quelque chose que nous avons initié, qui a réussi et qui a été salué par les enseignants. Parce que tout le monde avait à la fin du mois son argent dans son téléphone. Ce qui évitait de faire encore de longues distances. Oui, ça leur évitait de faire de longues distances. Et aussi, d'ailleurs, ça évitait aussi à l'État congolais de perdre des fonds. Beaucoup de fonds, des rapatriements de fonds, comme vous le savez, quand l'argent arrive ici, il faut rapatrier ça pour les enseignants de Kirumba, pour les enseignants de partout dans les coins. Oui. Heureusement, à un moment, c'est Caritas qui s'en occupait. J'espère que ça marche encore bien. À un moment, c'est PPL Mobile. Mais moi, nous avons commencé ça. C'était sur notre initiative. J'ai beaucoup aimé et je me dis, ça nous a quand même soulagé. On est dans les annales, on a quand même fait quelque chose. Oui. Oui. Et est-ce qu'il y a d'autres réalisations que vous avez faites, que vous pouvez vouloir, que le public connaisse? Ah, les réalisations. Oui. Ah, j'ai une fondation. Moi, j'ai Ningouvo, nous faisons quelque chose pour aider les jeunes. On fait quand même quelque chose, on met les jeunes ensemble. On les met ensemble pour qu'ils retournent. Et puis à la fin du mois, après chaque trimestre, 3 mois après, on leur distribue des motos. C'est quelque chose que nous faisons pour essayer de donner aux gens une façon de se prendre en charge. Oui. Et c'est dit, d'une manière donnée, aussi à notre manière, nous luttons contre le chômage. Et donc, quand on donne la remise donnée, nous avons donné par exemple 64 motos. Et donc, quand on donne 64 motos à 64 jeunes, on lutte aussi contre les sécurités. Parce que ces jeunes-là ne peuvent plus être manipulés. Ces jeunes-là ont désormais un boulot, il prend en charge sa famille et donc il est difficile pour lui de se faire manipuler. Moi, je pense que c'est quelque chose qui doit être connu parce que c'est ce que nous faisons et nous l'avons fait. Aussi, nous sommes en train de mettre les dames ensemble. Vous savez, par exemple, il y a des mamans qui vont au marché. Il va juste, lui, il n'a pas de fonds, il n'a pas de capital. S'il va chez les autres qui vendent les souliers, il prend juste 3-4 paires. Lui, il marchande, il vend et puis après il vient rembourser. Nous sommes en train de soutenir ces mamans-là. On lui dit, si tu as ton petit capital de $10, tu peux aller acheter avec tes fonds et puis aller revendre. Et chez nous, il vient, il paye 500 francs. Chaque jour, il paye 500 francs. Vous leur accordez de l'argent à crédit? Oui, nous leur donnons juste dans l'endroit. Aussi, c'est dans la rubrique aussi de crédit dans notre fondation au Moja Ningouvo. Et nous sommes en train de faire ça. Je pense que
c'est aussi une façon d'aider la femme à s'autonomiser. Et donc, c'est quelque chose qui doit être connu. Et... Honorable Janine, il y a quelque chose qui attire mon attention. Vous ne voulez pas que les gens restent dans la misère. Non. Qu'est-ce qui vous motive? Ce qui me motive, c'est que je n'ai pas grandi comme tout le monde. C'est vrai, nous avons tous grandi. Mais j'ai vu, malgré que papa était un homme d'affaires qui avait l'argent, il faisait tout pour que chaque enfant de notre famille ait un champ. Et chacun avait son champ. Moi, j'avais mon champ à Kassessa, ici à Rwanda, près de l'aérodrome. Et je faisais mon champ. Il fallait que chacun arrive à une récolte. Et donc, il fallait que chacun apporte quelque chose dans la famille. Les travailleurs de la il nous a formés. Et donc, moi-même, quand je vois quelqu'un qui n'a rien à faire, quelqu'un qui ne fait rien, ça en fait de la peine. Il y en a même qui ont des champs, qui n'ont pas de semences. Moi, je leur donne des semences. Je dis, tu as un champ. Si c'est question de semences, moi, je te donne la semence comme ça. Tu cultives, en récoltant, on peut petit à petit rembourser la semence pour qu'on donne à quelqu'un d'autre. Donc, on fait aussi des crédits rotatifs des semences. Et donc, je ne veux pas voir les gens dans la misère. Je ne veux pas voir les gens sans rien faire. Parce qu'en fait, quand on n'a rien à faire, on est manipulé. Quand on n'a rien à faire, on n'est pas épanoui. Mon souci, c'est que toutes les femmes de Butembo soient épanouies. C'est que la jeunesse de Butembo soit épanouie. C'est que tout le monde, dans la mesure du possible, si tu es à bonne santé, que tu aies quelque chose à faire. Et merci honorable, on peut maintenant parler de la politique, on vient de parler développement. Ah oui. Comment est-ce que vous êtes viré dans la politique? Vous avez viré dans la politique? Ah oui, comme j'avais le souci de servir la nation, à un moment je me disais qu'il était possible de faire du bien à quelqu'un, mais que si on arrivait à se faire élire, on pourrait faire du bien à beaucoup de gens au même moment. Et c'est comme ça que je me suis dit, ah, dans le DCFN déjà, en 2010, je me suis dit non, je postule. Je n'ai pas postulé comme député à la députation provinciale. J'ai directement attaqué les nationales. Je me suis dit non. Je veux plus haut. En tout cas. Parce qu'en fait, paix à son âme, Monseigneur Catalico, il nous a appris à aller toujours plus haut. Oui. C'est ce qu'il nous disait. Oui. Qu'il fallait toujours aller plus haut. Oui. Et donc, moi, je visais directement le national. Et je me disais que si j'arrivais, si je parvenais à me faire élire, moi, dans mon souci, c'était de faire du bien aux gens. Je me disais, moi, si je parviens à me faire élire, le territoire de Béni qui m'a élu, je ferai tout pour que tout le monde rentre dans son droit. Parce que, vous savez quoi, à un moment donné, nous qui vivions à Béni, c'est vrai, peut-être que vous attendez parler de Mayangose. Oui. Il y avait des gens qui avaient leur champ tout autour du parc là. Oui. Les gens qui cultivaient, les gens qui se prenaient bien à chaque. Mais à un moment donné, on a déguerpi tout le monde. Ça m'a révolté. Je me suis dit non. Comment je ne peux rien faire pour ces personnes ici? Je me suis dit je dois faire quelque chose. Je dois aller plus haut pour soulager la peine des personnes dont les droits sont piétinés. Oui. Et donc c'était un peu ma motivation. Okay. Je voulais vraiment rendre les gens heureux. Oui. Je voulais vraiment me battre pour que les gens soient bien oui. Et que leurs droits soient respectés. Oui. Oui. Et vous avez commencé, vous avez postulé à la députation nationale, ah oui. Vous avez échoué? J'ai échoué. J'ai échoué, ça m'a fait très mal. Mais je me suis dit, bon, je n'ai pas démérité. Échouer avec 10 700 voix, vous voyez. Ah, je n'avais pas démérité. C'était juste peut-être question de liste, parce que vous savez aussi en politique, il faut être bien positionné. Il faut être bien positionné. C'était juste les calculs. Parce que sur ma liste, nous nous sommes positionnés avec quelqu'un qui était aussi fort. Et donc, nous avons eu, moi, 10 700 et lui, il a eu 10 900. Et lui, il est passé une différence de seulement 200 voix. Oui. Pendant qu'il y avait des listes qui avaient quelqu'un qui a comme à la tête de liste, lui, il a 6 700. Mais comme il est à la tête, il passe. Et donc, j'ai été
Vous aviez fait des mauvais calculs. J'ai fait de très mauvais calculs. Oui. Je n'en avais pas l'expérience. En tout cas, c'était une première. C'était une première, je n'en avais pas l'expérience. Oui. Mais aujourd'hui, vous êtes honorable député en fonction. Ah oui. Qu'est-ce que vous avez fait pour la population? Ce que je fais pour la population. Oui. Je me bats toujours. Je me bats dans ma commission. Je suis dans la commission sociale et culturelle. C'est la commission qui parle du social, je dis, hein, du social du Congolais. C'est là qu'on parle des questions des enseignants, c'est là qu'on parle des questions des médecins, c'est là qu'on parle vraiment des fonctionnaires. Oui. Et là, je me suis toujours battue. Je me bats. Quand il faut aligner les gens, quand il faut aligner les fonctionnaires, je dois me rassurer que le Nord Kivu a été servi. Je dois me rassurer que chez nous aussi, on a aligné les gens. Je me bats vraiment et je sais ceux qui me suivent, ils sont témoins. Ils savent ce que je fais. Jusque-là, je me bats pour l'alignement. Vous savez, c'est pas facile. Nous sommes nombreux. Il y a beaucoup. Ces derniers temps, nous nous sommes battus pour les NP. Nous nous sommes battus pour les non-payés. Oui. Nous nous sommes dit, tous ceux qui ont déjà leur numéro matricule et qui n'ont pas encore vraiment touché leur solde, nous nous sommes dit non. Au lieu de jeter d'abord les regards sur les NI, hein, les nouvelles unités, nous nous sommes dit non. Qu'on paye d'abord les MP. C'était une résolution qui a été prise dans ma commission et j'espère qu'elle est en train d'être exécutée. Et donc, comme aussi nous sommes l'autorité de contrôle, et donc après les vacances, j'irai encore contrôler, voir est-ce que c'est en train d'être fait comme c'était prévu que ça se fasse, est-ce qu'il y a encore des problèmes, et donc nous allons encore relever les problèmes qui restent, mais dire que je fais des choses pour ma population, je peux me dire oui, quand même je le fais, hein, je fais ce que je peux dans la mesure du possible. Nous sommes à nous battre pour l'alignement des NP, hein, pour qu'ils soient alignés et qu'ils soient payés. Donc, oui, et dans votre combat là, vous avez pu faire quelque chose. Il y a quand même des gens qui vous soulagez de voir qu'ils ont été alignés grâce à votre combat. Oui, oui, je suis heureuse chaque fois que une maman vient me voir, un papa vient me voir. Des fois, moi, je ne sais même pas quand ils ont été payés. Mais quand je rentre à la maison, je viens en vacances. Ah, je vois toujours ceux qui sont reconnaissants, ils reviennent, ils me ramènent une cobaye, ils disent « Oh madame, nous avons été payés, nous savons que c'est vraiment le fruit de votre combat. » Et ça me soulage, je me dis « Ok, on n'a pas perdu le temps, on a quand même fait quelque chose. » Oui. Honorable, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez réaliser, des ambitions, mais que vous n'avez pas pu faire et qui vous gênent, hein, qui chatouillent au cœur, si je peux, permettez-moi l'expression, que vous voulez réaliser dans l'avenir? Bon, ce n'est pas que on a tout réussi. Hein. Notre mandat d'abord n'a pas été facile parce que nous avons commencé le mandat pendant la période de guerre et on termine le mandat sous cette même guerre et donc on ne peut pas flatter la population, on ne peut pas leur dire qu'on a tout fait, on a tout fini. C'est vrai, on a commencé, mais on n'a pas atteint l'objectif, disons, que la population attend de nous. On ne peut pas dire, tant qu'on continue à tuer les gens, tant qu'on continue à... Le social du peuple, le social du peuple. On ne peut pas, bien qu'on ait des choses dont on se félicite, qu'on dise qu'on a quand même fait ceci, on ne dira pas qu'on a satisfait la population. Vous savez, moi je considère toujours le Congo comme quelqu'un qui est dans un trou profond, un trou de 500 km. Même si c'est relevé à 200 km, tant qu'on ne le voit pas sur la surface là, on dit qu'il est encore là, il n'a rien fait. On se dit qu'on n'a rien fait. Oui. Ouais. Mais je pense qu'à un moment, la population comprend qu'on se bat et qu'on travaille. C'est juste quand ce qu'on fait, le fruit de ce qu'on fait sera palpable, que les gens pourront dire oui, ils ont travaillé et nous voyons. Oui. Oui. Honorable Janine, vous êtes une femme. Et est-ce que c'est facile pour une femme d'être députée
pour vous, comment ça a été? Ah, il faut être humble. Il faut être humble. L'humilité, c'est de cela que je dois parler. Quand on est une femme et qu'on est élevé à dignité, il faut être humble. C'est ce que je vais même conseiller à d'autres femmes, et même à vous, femmes journalistes. Vous êtes des femmes aussi hautement placées. Quand les femmes vous regardent, ils disent, elle est toujours là, elle est toujours là. Et donc, il faut être humble pour que les gens comprennent que vous n'avez pas changé. Ce que vous occupez comme fonction ne vous empêche pas aussi de faire ce que vous devez faire comme femme. Comme épouse, comme maman, comme ménagère. Et donc, ça ne doit pas changer. C'est vrai, ce que vous pouvez avoir comme charge horaire peut vous empêcher de faire certaines tâches. Mais vous allez faire ce que quand même vous devez faire. Consciente que vous avez quand même des oui, soucis. Il faut que votre mari sente que mon épouse est encore là. Il faut que les enfants sentent que maman est encore là. Vraiment. Et donc, on ne doit pas rester là et donc se cacher dans sa fonction et dire qu'on ne peut plus rien faire, qu'on ne peut plus soigner son foyer, donc comme si on est devenu notre personne. Il faut rester tel qu'on est, rester dans le Seigneur. Oui. Surtout ça. Oui. Et honorable, et vous les femmes travaillez avec les autres hommes à l'Assemblée. Est-ce que ça ne vous intimide pas un moment de vous voir comme femme? Comment je vais prendre la parole devant tous ces hommes là-bas? Ils ne vont pas m'aider, ils ne vont pas se moquer de moi. Une grande question, il faut être très courageuse. Ça, j'avoue qu'il faut être très courageuse. Vous savez quand il faut prendre la parole, par exemple, vous prenez la parole devant les grands politiciens que nous connaissons. Vous connaissez par exemple les professeurs, les Lambert Mende, vous connaissez les professeurs Bouchab, vous connaissez tous ces professeurs-là. Quand vous prenez la parole devant eux, et donc vos femmes, vous devez travailler doublement. Il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup lire, il faut beaucoup apprendre. De façon que quand vous vous mettez devant eux, que vous ne soyez pas... Donc il ne faut pas vous ridiculiser, vous faire ridiculiser. Il faut beaucoup travailler, beaucoup bosser. Et donc une députée femme, une femme députée travaille doublement que les hommes. Ah oui. Sans oublier que là vous avez aussi l'identité de votre mari. Oui, hein? Oui. Ah oui. Oui. Et peut-être une dernière question honorable. Qu'est-ce que vous faites pour encadrer les autres femmes à entrer dans la politique ou à se développer dans la politique? D'abord, moi, en tant que femme, je dois être un exemple pour les autres. Vous savez, il est difficile pour les mamans de voter pour les autres femmes. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, les mamans qui sont parties, quand elles partent là-bas, elles nous oublient, elles deviennent hautaines, elles ne peuvent plus, et donc, elles deviennent vraiment différentes. Et nous, donc, nous avons un rôle important à jouer pour faire élire les autres femmes. Et donc, nous devons être un exemple. Nous devons être un soulagement pour les autres femmes, pour qu'on fasse confiance finalement aux femmes. Et c'est ce que je fais. J'essaie d'être avec les femmes les plus basses. J'essaie d'être dans ma base. J'essaie d'être avec eux. Je suis avec les femmes qui vendent les piments, je suis avec les femmes qui vendent la braise, je suis avec les femmes qui vendent le poisson, je suis avec les femmes. Et donc j'essaie d'être avec mes semblables, avec les femmes, pour leur donner, pour en fait, leur dire que je suis restée la même et qu'elles doivent faire confiance aux femmes pour la réélection des autres femmes. Donc, si nous les femmes qui sont déjà élues, si nous ne nous comportons pas bien, nous freinons même la route aux autres femmes ambitieuses. Et c'est ce que j'ai toujours dit, et même aux ambitieuses. J'ai dit, mais soutenez-nous, parce que notre combat, notre réussite vous amènera aussi à être élu. Oui. Et honorable Janine, le temps est en train de fuir. Nous sommes obligés de nous arrêter là. Peut-être qu'on aura à vous recevoir dans une autre émission. Et Madame Janine, honorable, nous sommes très fiers de vous recevoir sur ces plateaux de Moto TV. Et c'est dans l'émission Les Baobabs, une émission qui parle des personnes qui ont émergé dans plusieurs domaines, en politique, en agriculture. Que ce soit quel domaine, on peut arriver chez vous pour vous parler de l'expérience de la personne qui est devant vous. Merci, honorable.
Merci madame, merci à nos téléspectateurs. Vraiment. Merci. Et mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout, en ville de Butembo et même en ligne, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Puisez ce qui est important pour vous. Ça peut vous aider à faire votre vie, à aller de l'avant. Si vous êtes découragé quelque part, ça peut vous donner une nouvelle inspiration. Et c'est les bien fondés de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à Nelly et Believe qui sont derrière la caméra et à toute l'équipe de Moto TV qui nous aide à monter cette émission. Merci. Merci.